Être éleveur de vaches laitières, on est vraiment au contact des animaux, c'est cette passion. On est aussi prisonnier de ça. C'est des métiers très très riches, puis très très diversifiés. On n'est pas seulement éleveuse. Une ferme, c'est d'abord une entreprise. On ne produit pas du lait pour faire plaisir, on produit du lait pour gagner sa vie et en même temps pour nourrir les gens. Les vaches laitières, non, ça se perd parce que c'est 7 jours sur 7 et 365 jours. Je suis née pour ça, je pense, et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais je me voyais pas faire autre chose. Et puis je trouve ça tellement vivant, je trouve qu'il y a de la vie quand il y a des animaux, en fait. Ça veut dire faire un métier vraiment où tu es passionné par ce que tu fais. Point barre. Il n'y a rien de rentable là-dedans. Il faut que tu sois passionné grâce. On est une entreprise familiale depuis 3 générations qui se suivent. Et avec mon frère, en 2020, quand on a repris, on s'est donné l'objectif de l'autonomie. Il n'y a que 10 là? Bah oui, parce que j'ai beaucoup de mousse. Ah, ça mousse, Francis. Ah oui. On est techniquement, aujourd'hui, tout en bio. Et surtout, la spécificité qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu différent des autres, c'est qu'on transforme 100% de nos produits sur place. On est totalement autonome sur l'alimentation, sur l'énergie aujourd'hui, sur une grosse partie des semences, tout au moins pour les fourragères. Ça fait depuis 2006 qu'on fait de la vente directe, ça va faire 20 ans. Ce qui caractérise Château Le Puy, beaucoup de choses. L'unité familiale. On est vraiment une famille soudée. On a vraiment un système atypique où on a gardé la structure telle qu'elle était avant, en polyculture élevage, à toute petite échelle. 17 vaches en traite, des petites surfaces un peu partout. Et voilà. Tac, tac, tac. Au libre service. C'est ma ferme familiale. C'est mes arrière-grands-parents qui l'avaient acquis en 51. C'est une ferme sur laquelle on a toujours essayé de sortir des rangs parce que, n'ayant aucune possibilité de développer ma ferme en surface, c'est toujours par l'intérieur que le développement s'est fait. Aujourd'hui, cette ferme est composée d'un élevage de vaches laitières et puis des productions céréalières et alimentaires qui l'accompagnent. Mais si je ne me contentais que de ça, je n'aurais pas la possibilité de payer un salarié ou de m'octroyer certains renouvellements de matériel. Donc sans cette diversification que j'ai continué de développer sur la ferme, je pense que ma ferme serait sans doute assez fragile. Je me suis installé agriculteur en 2005.
Mes parents n'étaient pas du tout agriculteurs, donc je me suis installé hors cadre familial. J'ai toujours été passionné par la nature, l'élevage, dès tout petit. Donc j'ai une double casquette, économiste et technicien en production animale. Un copain d'école, Bertrand, mon associé, m'a proposé de m'installer en société avec lui. Et donc on a créé un GAEC en 2005, polyculture élevage, avec un atelier vache laitière et un atelier grande culture. Je suis en contrat d'entraide avec mon père sur la ferme familiale que je vais reprendre dans quelques temps. D'ici 1 an ou 2 à la retraite de mon papa qui est en polyculture élevage bovin lait. Du coup, je suis née sur la ferme et du coup, je suis toujours restée. Et depuis mon plus jeune âge, en revenant de l'école, j'allais voir papa et maman à la ferme. On a été baignés dedans dès le départ, hein, même dans le berceau. On était à côté du tank, on dormait à côté du tank dans la poussette pendant que maman faisait les vaches. On a toujours vécu comme ça, que ce soit mes sœurs ou moi. Et puis très vite, en fait, je suivais papa, j'étais tout le temps dans ses pattes. L'élevage laitier en France, il est en voie de diminution, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'éleveurs laitiers. Par rapport à il y a 20 ans, il y a 40% d'éleveurs en moins, mais par contre 40% de vaches en plus par élevage. On en est là aujourd'hui avec une production qui reste à peu près constante, mais par contre une typologie des modes d'élevage qui évolue beaucoup. Le milkshake est à 4 €. Et l'assiette de fromage, elle est à 5,50 €. Après, s'ils veulent des coulis, c'est ça, le petit pot, c'est le Sunday, c'est celui-là à 3,50 €. Avec grand plaisir, et puis on se voit bientôt alors. Le tarif du lait, donc aujourd'hui, donc nous on le valorise donc 1,40 € le litre sur la propriété, 1,80 € sur les marchés, 2,20 € en bouteille plastique. Il faut savoir que si on serait en laiterie, on ne serait pas payé plus cher parce qu'on est en bio. Actuellement, même le bio est payé moins cher que le conventionnel. On serait payé 42 centimes d'euros le litre. Nous, aujourd'hui, c'est notre coût de production. Notre litre de lait nous coûte plus de 50 centimes d'euros à produire. 3 jours plus tard. Ah, tu fais les yaourts. Et là, je peux te dire que ma mère me verrait et dirait tu vas pas assez vite. Je te dirais que t'es pas organisé. Oh, tu vois, je suis bien organisé, je vais pas juste assez vite, c'est tout. Je vais vous prendre du fromage s'il vous plaît. Et ça, c'est des mousses. Exact. Riz au lait et mousse au chocolat. Prends une carte? Bien sûr. Vous habitez dans la région? Oui, on habite à Créon. Ah ben, mercredi matin, nous sommes au marché de Créon. Et suivez-nous sur les réseaux et vous aurez toutes les infos de savoir où vous pouvez nous trouver lors d'événements. On fait que ça. Et bien, on va vous suivre. Bon, avec ça. Régalez-vous bien, merci. Vous regardez les publicités, tout, on parle que de prix. On parle pas de produits. On parle toujours de prix. Allez à tel endroit, c'est moins cher. À machin, c'est moins cher. Toutes les pubs, c'est ça. Le consommateur, donc cherchez toujours du moins cher. Moins cher, mondialisation, prix mondiaux,
volume. À partir de là, peu importe en France, même en Europe, il n'y a que des petits producteurs. Là, vous entendez petits producteurs dans ma bouche. Oui, mais il y a des fermes de 200, 300, 500, 1000 vaches. Ouais. Petits producteurs. Allez en Amérique du Nord, aux États-Unis, là, on est des tout petits producteurs. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est rien sur le volume mondial. Eux, ils peuvent produire avec des volumes et donc des coûts beaucoup plus bas. Ce qui fait que nous, on doit vivre sur un échange mondial dans lequel on ne peut pas batailler, valable pour toute l'agriculture. Félicitations parce que vous faites les producteurs, non? Ah ben là, on fait tout. J'ai traité les vaches ce matin. Et vous me voyez là aujourd'hui. Wow. Combien de personnes travaillent dans cette ferme? 12. Mon frère et moi. Ok, d'accord. On exploite un petit peu encore nos parents, mais c'est tout. C'est la petite mascotte. C'est la première génisse rouge qui est née sur la ferme. Alors on dit rouge, mais c'est marrant. Elle est belle comme ça. Allez, doucement, doucement, mes doigts. Oui, Charline, c'est Hélène. Dis voir, j'aurais besoin d'un petit service. Pourrais-tu me donner l'heure de passage du laitier aujourd'hui à la ferme? À tout à l'heure, bisous. Oh, doucement les filles. La négociation du prix du lait, c'est un domaine relativement délicat. On est dans un jeu de négociation entre des acheteurs et des producteurs. L'enjeu pour un producteur est conséquent, puisqu'on va négocier des centimes, quand tout va bien, des dizaines de centimes, mais au 1000 litres, ce qui représente pour le consommateur un dixième de centime, ce qui est ridicule. Mais pour nous, l'incidence, elle est énorme. Pour produire du lait, il faut acheter des aliments, il faut payer nos tracteurs, il faut payer du personnel. Toutes ces charges-là viennent impacter la productivité des animaux. Et il faut pouvoir avoir ces arguments-là pour dire à l'acheteur de lait, donc nos industriels, là, à 40 centimes au litre de lait, je ne gagne pas d'argent, mais il faudrait me payer 42 ou 43 centimes du litre de lait. Ici, en région centre, on est peu nombreux, mais on a quand même une laiterie qui a essayé de développer des partenariats avec ces producteurs, parce qu'on est dans un petit territoire laitier et que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ça vous fait combien là aujourd'hui? Combien de litres? Je n'ai même pas pris gaffe. 2 litres 122. Bonne journée. À vous aussi, bientôt, au revoir. On a d'un côté des producteurs de lait qui demandent à juste titre une rémunération juste et en phase avec leur métier. De l'autre côté, nous avons nos clients qui nous demandent d'avoir des produits attractifs et qui ne soient pas décorrélés du pouvoir d'achat de nos consommateurs. Donc voilà, nous, notre rôle est entre les deux. Il n'est pas évident, il n'est pas facile et nous essayons de ménager les deux côtés, ce qu'on fait depuis de nombreuses générations. Mais c'est vrai que sur des périodes comme ces dernières années où c'est exacerbé, l'équation est compliquée. C'est effectivement un des rares métiers où on ne fixe pas notre prix de vente. On a des accords à l'Organisation mondiale du commerce qui font que les produits laitiers transitent, sont transportés d'un bout à l'autre de la planète et où le prix du lait à l'international est largement fixé par la Nouvelle-Zélande qui ont des coûts de production largement moindres que les nôtres parce qu'ils ont des conditions à la fois de sol, mais aussi de main-d'œuvre, etc., qui ne sont pas du tout la même chose que chez nous. Et donc, il faut absolument que nos politiques interviennent pour avoir des outils de régulation au niveau européen. Il faut absolument aussi qu'on ait une vraie prise en compte dans les territoires de la production de lait, une vraie politique d'installation. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et le revenu moyen, il est autour de 1 500 €, sachant qu'il y a toute une partie des agriculteurs qui sont en dessous. Donc on a un vrai problème de revenus en agriculture. Donc on voit bien qu'on a tout un changement important à faire en termes politiques. Et c'est surtout là-dessus que nous, on essaye de se battre. Tu l'emmènes avec le 6410, tu le mets dans la parcelle, après l'abreuvoir sur le plateau. Oui. Pas trop près de la clôture, tu vois. Oui, qui fait sur le tour. Voilà.
et tu vas rechercher après une balle de foin avec le 6410. Tu fais le tour pour le week-end, comme ça que je sois tranquille. Nous, on a fait le choix de l'association. L'association permet aussi de mutualiser la gestion des ressources humaines et sa propre ressource humaine aussi, parce que c'est important de parler de sa ressource humaine à soi. On doit aller puiser dans ses ressources quand on est éleveur céréalier, parce que parfois les journées sont très longues. Et il faut aussi savoir se reposer physiquement et aussi cérébralement, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon, et c'est là où on arrive des fois à faire des bêtises, des absurdités, autant techniques qu'économiques ou humaines. Aujourd'hui, on voit que la gestion d'une exploitation, elle n'est plus que technique. Elle est aussi juridique, ressources humaines, management. On n'est plus dans des modèles familiaux. Et il faut qu'on arrive à déplacer les compétences. Plus de sensibilité à la gestion, à l'analyse des chiffres, l'analyse financière. Parce que la taille des exploitations fait qu'aujourd'hui, on a des salariés et il faut être armé pour gérer ça. Il est 19h25. Il faut que je redescende le tracteur, je rentre à la ferme, juste checker s'il n'y a pas eu de problème, si tout va bien. Et puis, faut vite que je rentre pour aller à une réunion de mairie. Là, ton enrouleur, quand il va se rembobiner, ça veut dire que ton truc, il tourne comme ça. Son cycle naturel, c'est ça. Comme donc ça. Là, il part à l'autre bout. Eh ben, c'est normal. Le point mort, c'est là, en fait, tu vois. D'accord. Là, il faut qu'il soit là. Je suis la responsable de cette entreprise, puisqu'une ferme, c'est d'abord une entreprise. Il faut avoir un œil sur beaucoup de paramètres. Et ce que j'observe et qui est intéressant, c'est que maintenant, tous les jeunes qui s'installent arrivent avec des beaux diplômes, genre un BTS minimum. Donc, ils sont plus solides dans leurs apprentissages et dans leur finesse comptable. Donc, ils ont, à mon avis, une meilleure préparation à leur métier d'agriculteur que les générations d'avant. Et aujourd'hui, il y a tellement d'exigences que tu as intérêt d'avoir un bagage et une tête très ouverte aux évolutions techniques, aux évolutions médiatiques, aux évolutions sociales. Il faut que les gamins soient solides. Rada, viens là. Voilà, allez, couche. Couche. Mon mari était céréalier. La production, c'était son leitmotiv. Il fallait produire. Sa réussite journalière, c'était si t'es pas fatigué, si t'as pas mal partout, c'est que t'es un feignant. Donc le travail de bureau, le travail informatique, c'est des choses sur lesquelles il avait une espèce de réserve. C'est pas des travaux productifs, quoi. J'ai participé l'année dernière à un témoignage sur le suicide agricole. Et je sais que mon mari, il avait une espèce de... Où il s'était mis, où il avait reçu, mais ça, on est dans le transgénérationnel, il avait reçu une espèce d'oppression à bosser très fort et à transmettre sa ferme à son fils, quoi. Mon fils n'avait pas envie de vivre cette descente aux enfers. Il a évoqué l'idée qu'il ne serait pas paysan. Et ça a été un effet Hiroshima dans la tête de mon mari, quoi, à l'époque. Parce qu'il n'imaginait pas qu'on puisse abandonner le bateau. Allez, voilà. Vite, vite. Attention. Là, ma fille, là, douce. On va chatouiller un peu. Bien. Et voilà, c'est reparti, bon autre.
Tous les jours, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans le bureau directement, on voit si tous les voyants sont au vert, donc là, c'est pas trop mal. La production de lait par vache qu'on a, donc on a 34,5 kg en moyenne de production par vache. S'il y a une anomalie, si la vache a de la fièvre, et ben, il va nous le dire. Il y a l'activité ruminale, donc avec l'émetteur, la puce, qu'elles ont toutes sur leur collier. Une vache qui rumine bien, c'est qu'elle est en bonne santé. C'est le premier facteur en fait, qu'on regarde. Ils nous donnent beaucoup d'informations. Après, on dit oui, mais c'est plus de l'élevage aussi, les robots. Mais il y en a qui se trompent, en fait. On est encore plus près des vaches, en fait, avec un robot, parce que oui, on les voit pas matin et soir comme une salle de traite devant nous, etc. Mais on se balade encore plus dans nos vaches, on les observe. Lui, il nous donne plein d'infos. Et c'est toute cette complexité-là, parce qu'on peut le dire aussi, d'interpréter les choses. Et nous, en tant qu'éleveurs, se dire ah bah oui, celle-là, on la connaît, c'est pas normal qu'il nous dise ça. Mais là, du coup, tu vois, elle tourne sa boule, elle est plus sur le côté, là. Et elle est plus sur le côté droit, mais elle n'a pas l'air d'en souffrir. Là, elle est plus là, sa boule, là, elle est enflée là. Là, c'est tout mou, là. Comme si elle avait été piquée. Et là, tu vois, c'est dur. Comment tu vas, ma bichette? J'entends du bruit, t'es dans ton tracteur, là, encore. Qu'est-ce que tu fais? Et pour tes maïs, là, comment ils s'en sortent, là, avec l'histoire du régras? Bah oui, mais t'auras assez de nourriture pour tes vaches, là, ça va le faire? D'accord, bon. Prends le temps de souffler, quand même, hein. Oh, celle-là, elle est en tracteur. Elle est en train de faucher. Elle court partout. Anne est venue en stage et on a lié une relation très très forte toutes les deux. Je l'ai vue s'installer sur une ferme dans laquelle il y a eu des très gros projets de robotisation, d'agrandissement. Et effectivement, quand je la vois travailler, je me revois 20 ans en arrière avec une masse de boulot énorme, avec une course permanente pour avoir toujours de quoi nourrir ses vaches. Et je suis inquiète de voir cette jeune femme aussi... elle ne se ménage absolument pas, quoi. C'est des métiers dans lesquels on fait passer les animaux avant soi. C'est un travail qui est au service de ces animaux, c'est-à-dire que les animaux sont à notre service, mais on est aussi au service de ces animaux. On n'arrête pas une traite parce qu'on n'a pas envie de se lever un matin ou parce que... on se dit que c'est pas assez rentable de travailler aujourd'hui. On ne va pas abandonner ses vaches, hein, parce que c'est pas parce que le lait ne paye pas qu'on va se dire bon bah pendant un mois je ne traite plus mes vaches. J'ai l'exemple il y a 6 ans maintenant. On était à Noël chez mon frère à Rouen. Donc Rouen, c'est 5 heures de route d'ici. Et à 6h30 du matin, Thomas, mon salarié, m'appelle en me disant j'ai un problème sur la salle de traite. Sauf qu'on est le 25 décembre. Il faut trouver un électricien, il faut trouver un concessionnaire de salle de traite qui puisse intervenir ou réparer. Et les vaches sont passées avant nous. Donc, et si j'avais pas pris la décision de revenir ici, je ne sais pas si mon salarié aurait pu réparer, comment il aurait géré la panne. Il fallait, sinon mon troupeau, c'est un drame, quoi. Des vaches pas traites, c'est des vaches qui arrêtent de produire. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas les traire. Et comme c'est tous les jours, 24 sur 24, vous n'avez pas d'autre alternative que réagir. Là, je m'en compte. Doucement, Prada. Hop, on serre. Il y en a une de trop, là. Poussez-vous, les filles. Alors, là, il me refaut un bidon, là. On déploie une énergie énorme pour faire vivre ça et puis pas avoir à le perdre. Les paysans sont des bosseurs, quoi. J'aurais besoin aujourd'hui d'avoir un peu plus de temps pour moi. Je pense que j'ai pris conscience avec les événements que la vie m'a gentiment mis sur le parcours, hein, que je prenais peut-être pas assez de temps pour moi. Hop, allez, on va
À un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à marcher. Tu vois, j'avais perdu pied, j'avais perdu racine, j'avais pris un train en pleine tronche, quoi. Ça m'a effondré, tu peux pas être... Le suicide agricole, c'est... Enfin, le suicide, quel qu'il soit. C'est quelque chose d'épouvantable. Non, j'ai mis 5-6 mois à commencer à me remettre à travailler. Même que mes salariés à l'époque, ils commençaient à s'inquiéter, quoi. De toute façon, quand il t'arrive ça, tu as 2 choix. C'est où tu t'écroules ou tu te redresses. Tu peux choisir. On peut aussi choisir de s'écrouler. Hein. Il y a des gens qui se remettent pas de situations comme ça. Je veux pas dire que je suis remise. Je suis impactée. Il n'y a pas une journée où c'est pas dans mes propos, dans mes pensées ou quoi que ce soit. Mais on réapprend à avancer autrement, quoi. Puis si, la ferme, c'est pas que j'avais pas le choix, c'est qu'à un moment, bah, t'as des vaches, t'as des animaux, faut les nourrir. J'ai 2 garçons. Il a fallu être présent, si tu veux. Je suis leur repère féminin, mais à la fois masculin aussi. Il faut que je sois leur repère d'ancrage. Puis j'ai des garçons qui sont solides, qui sont très solides. Très solides. Ils ont eu peur pour moi, c'est normal. Ils ont eu peur que je pète un plomb puis que je fasse des conneries, mais j'ai eu des moments de doute, mais non, je ne pense pas que j'aurais fait des conneries. Finalement, la vie, aussi dure qu'elle soit, elle mérite d'être vécue, quoi. Il y a eu tout un stade, toute une période où c'était jamais de la vie. No way, je n'y vais pas. Aucune raison que je m'acharne à travailler comme un dingue pour rien gagner à la fin, juste muser comme un sourd, ça sert à rien. Donc je suis passé de je veux reprendre à jamais de la vie. Bon, monsieur. La liberté d'action que l'on a est géniale. C'est ça qui m'a motivé professionnellement. Et côté famille, c'était la base. Moi, étant à l'étranger, vivant au Canada, j'avais un regard un peu plus extérieur sur l'ensemble de la ferme et sur l'ensemble de la famille. Et j'ai vu mes parents vieillir. Et je me suis dit, bon, ça serait bien qu'ils profitent un petit peu plus. Pareil pour mon frère qui est papa. Si je peux le soulager aussi pour qu'il puisse profiter de sa fille et la voir grandir, c'est bien. À nous, les anciens, de savoir s'adapter. On a chacun sa façon de travailler. Et bon, forcément, moi j'ai des vieilles méthodes et ils ont des méthodes modernes. Et donc on s'adapte à leur modernité, qui des fois n'est pas mal. Puis des fois, on se dit, ils font comme ça, moi j'aurais pas fait. Voilà, c'est tout. Au niveau soignage, moi j'aime bien que ce soit on soigne comme ça ou comme ça. Et c'est pas qu'ils soignent pas bien, ils soignent, mais différemment. Mais pas bien, quoi. C'est bien ou pas bien, mais là c'est pas bien, c'est pas bien. Faut encore soigner ça, ça dépend qui c'est qui soigne. Oui, voilà, ça dépend qui c'est qui soigne. Et puis à la vigne, non, ils travaillent différemment. Je m'adapte mal, mais je m'adapte. Alors, si vous résumez, aux vaches, ça soigne pas bien ou bien, bon, on s'adapte. Et à la vigne, faut voir, mais on s'adapte. Il reste tout quoi? Alors, il reste que maintenant, à l'âge que j'ai, moi, voilà. Et votre mère, on est un peu plus près de la mer et on se retire. Voilà. On constate qu'il y a plus de départs à la retraite que de personnes qui s'installent.
tendanciellement, on a une diminution de la population agricole de ce fait, parce qu'on a à peu près 21 000 départs, donc c'est des personnes qui arrêtent l'agriculture, et 13 000 entrées, donc 13 000 personnes qui s'installent. Moi, je l'ai entendu énormément de fois, je ne veux pas avoir la même vie que mes parents, donc je veux m'organiser, organiser mon travail, mon temps libre. Et donc, forcément, l'exploitation va changer dans son organisation pour permettre ça, pour permettre d'avoir une vie de famille, parce qu'en général, les conjoints ne sont plus, du coup, s'ils ne sont plus sur l'exploitation, ils sont ailleurs, et donc il faut conjuguer le temps de l'exploitation avec le temps de la société, donc qui est calqué sur des week-ends, des vacances, et donc pour le lait, c'est particulièrement difficile puisque il n'y a pas de dimanche. Le dimanche, il faut aussi traire les vaches, donc il faut arriver à s'adapter, et donc là, le salariat, le remplacement peuvent être des solutions pour aménager son temps de travail et donc vivre mieux sa vie d'éleveur. La moto, la 125, c'est pareil, ils l'ont ramenée de Normandie. Voilà, c'est ça, c'est des bouts. Papa au milieu, une devant, une derrière. Sécurité 100%. C'est ça. Et puis après, là, c'est premier cheval de la maison. Premier cheval de la maison, oui. Les mères. 36. On a grandi à la ferme, toutes les trois. Donc c'est vrai que quand il fallait aider papa-maman, on était toujours là. C'est vrai que c'était pas facile de trouver des nounous parce qu'ils connaissaient personne au départ quand on est arrivé. Même pour l'école, ils essayaient d'alterner et puis de travailler plus tôt et nous emmener après à l'école. Oui, ils nous emmenaient le matin, ils jonglaient. Mais sinon, on a pris le bus tous les matins au bout du chemin. C'était plutôt... ça leur soulageait la vie parce que s'ils n'avaient pas le temps. C'était des warriors. Hein. Puis après, ils ont augmenté le troupeau et puis les horaires, du coup, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, 6h le matin jusqu'à 9h, 9h30. Et puis après, le soir, 17h jusqu'à 20h, 20h30. Hein. Ouais. Enfin, notre maman, elle est partie parce qu'elle n'en pouvait plus. Il y avait une cadence de travail hyper importante. Et puis, c'est vrai, tu rentres, tu fais les vaches, tu as tes gamines, elles sont à l'école, mais après, tu as la maison qui t'attend, tu as le ménage, tu fais la popote pour toi et pour les autres. Tu t'oublies, c'est dur parce que travailler avec du vivant, c'est pas facile. Mais ouais, non, c'est... Là, il y a que des bons souvenirs. souvenirs, mais il y en a plein d'autres. Le temps de travail, oui, ça sera amélioré et papa me répète tous les jours, fais pas comme moi, fais pas comme nous, comme on a fait avec ta mère. Prends du temps pour toi et ça te fera du bien, quoi. Les motivations des jeunes et la motivation de ce qu'on veut, c'est de se dégager du temps, plus de temps avec sa famille, du privé, quoi, clairement. Et puis avoir de contraintes horaires ou puis avoir de... Et c'est ça qui est malheureux, quoi. Et donc, je sais, l'avenir de l'élevage laitier, clairement, je ne sais pas où il va. Allô, j'ai eu Virginie et Axel au téléphone. On serait bien allé dîner au resto du marché ce soir, tranquille, à Bayeux. 20h sur place, ok ? Salut Axel. Salut. Salut. Alors, Julie, ça vole, mais pourquoi Ça, on s'engueule, hein. Bah t'as pas les mêmes idées, C'est forcément. pas les mêmes générations. Donc forcément... Ouais, Ton père, c'est un bon éleveur, quand même. Ouais, mais Ouais, on n'a pas tu les vois, mêmes, c'est on a pas même ça, pas non. les mêmes pensées. Ah bah non, vous avez pas la même On n'a pensée. pas la même pensée du boulot et tout. Lui, c'est telle heure, on y va. Faut se laisser de la souplesse, faut se laisser les week-ends et tout. Ah non, à fond dans le boulot, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un des sujets demain en exploitation si on veut attirer des jeunes, quoi. C'est Ouais. vraiment leur permettre d'avoir aussi cette qualité de vie qui fait qu'on aura encore des éleveurs de Autant salariés que... dans les deux sens, parce que toi, t'as des salariés. Eh ben, que ce soit, Je pense que ça, c'est un enjeu de notre filière demain. Enfin, j'en suis persuadée. Organisation. L'organisation. Conditions de travail. Conditions de travail. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est de pouvoir travailler à plusieurs pour pouvoir se libérer du temps derrière. Mais déjà, tu sais bien et tu vois bien que c'est compliqué dans les entreprises extérieures et dans plein de boutiques Eh oui. de recrutement. Donc forcément, nous, notre métier, où il y a quand même des contraintes de travail le week-end,
des conditions qui sont parfois où tu travailles avec des animaux ou machin, même si le salaire est attractif, parfois c'est compliqué. Il n'est pas attractif. Il n'est pas attractif. Peut-être pas suffisamment. Mais non, les boîtes de travaux publics, ils embauchent des gars à 35 heures avec un meilleur salaire que nous. Ils ont les vacances en août, ils ont Noël 15 jours. Ils finissent le vendredi midi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Ils finissent le vendredi à midi. Ouais, Donc, mais c'est ça. On a des belles entreprises de travaux publics autour de chez nous, on voit bien. Oui, ça oui. Bien sûr. Mais après, je les comprends aussi. Hein. On n'est pas suffisamment sexy, quoi. C'est pas les mêmes conditions de travail après. Quand t'es agriculteur, tu te retrouves au milieu de ton champ, alors qu'il fait super beau et que t'as une belle journée et que t'as des animaux partout autour, c'est quand même chouette. Même quand Ouais, mais après, vu de ce point de vue-là. voilà. Ouais, mais aujourd'hui, franchement, Axel, aujourd'hui, Soyons terre à terre. les gens qui cherchent du boulot, si tu leur proposes d'arrêter le vendredi à midi. Ah bah ils vont dire oui. D'arrêter le vendredi. Ah oui. Bon, mais alors toi, pourquoi est-ce que tu ambitionnes de t'installer alors si tu sais que tu vas pas arrêter le vendredi midi ? Pourquoi ? Ah oui, ça c'est une bonne Parce que question. j'aime bien travailler, j'aime bien tout ce qui est boulot et tout. Il aime bien les vaches. T'aimes bien les vaches ? Ouais, c'est les passionnés. Passionné. Mais il faut les trouver, les passionnés. En fait, les passionnés, tu les retrouves dans les modèles familiaux, les fils de paysans. Encore un petit peu. Alors Ah, tu es bien en chaleur? Attends, je vais pelleter un peu. Hop. Elles vont se régaler, les vaches. Ah. Ouais, appelle-le quand même au cas où s'il n'a pas prévu de venir le chercher, parce qu'on ne sait jamais au cas où. Mais nous, on fera ça après, t'inquiète pas. Hein. C'est pas... Il y a eu 25% d'inflation depuis 2022 avec le Covid. Le SMIC a augmenté de 12%. Donc on voit bien que les budgets de toute une partie de la population sont quand même très contraints. Donc de faire porter la responsabilité uniquement sur les consommateurs est à notre sens une erreur grave. Donc oui, il y a une petite part de responsabilité, mais la responsabilité, elle est avant tout collective. On a une tendance qu'on voit depuis quelques années au repli sur soi du monde agricole. Et on considère que c'est vraiment une erreur. En fait, le monde agricole devrait aller beaucoup plus vers les autres, se remettre d'accord avec la société sur un contrat social, de dire mais quel type d'alimentation on veut, quel type d'agriculture on veut, sur quel territoire, et à partir de là, construire des politiques qui seraient au final beaucoup plus favorables à l'intérêt à la fois des agriculteurs et du reste de la société. C'est l'exercice du matin. Ça réchauffe. Payez pas la salle, c'est gratos ici. C'est des trucs, ils prennent des poids, les mecs, et ils font comme ça. Je dis, putain, mais venez chez moi. Hein. Je fais le même avec la pelle, moi. Tu fais comme ça. Exactement pareil. Ça fait la ceinture abdominale. Ah bah, t'inquiète, je suis au courant. L'idée, c'est qu'il y a vraiment plein de choses cool. Il faut arriver à les partager. Et le beau gosse. Et ça, c'est pas évident parce qu'on est déjà à fond dans notre métier d'agriculteur, quel qu'il soit. Et savoir le partager, le faire découvrir, comme là, faire des événements à la ferme, c'est cool. Mais c'est encore un autre domaine de compétence, ça s'appelle de l'événementiel. Et il faut faire du marketing pour faire venir du monde. Deux compétences qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Les agriculteurs sont cool, mais comme ils passent beaucoup de temps dans leur champ, ils n'ont pas le temps de proposer à faire découvrir chez eux. Ils n'ont pas le temps de vous montrer les trucs sympas qu'il y a à voir et à faire. Et c'est ça qui est dommage. Attention. 2, 3. Ça les coupe. C'est sûr, on ne peut pas demander à tous les consommateurs d'aller de ferme en ferme. C'est compliqué. Mais il y a des magasins de producteurs un peu partout en France. On n'est pas trop mal lotis. La difficulté dans notre marketing et tout, c'est de se faire connaître pour que le consommateur final qui veut faire cette démarche-là puisse être au courant. Coucou tout le monde, j'ai l'opportunité de me rendre sur la ferme d'Hélène. Je vais pouvoir lui poser toutes mes questions, mieux comprendre d'où vient le lait qu'on consomme, mais aussi pour mettre en avant le quotidien d'une éleveuse. C'est hyper important pour moi de mettre en lumière le parcours, les défis, les réussites de femmes qui sont parfois invisibilisées. Et
j'ai surtout super hâte. Je suis de moins en moins visible. Voilà. Si vous aussi, vous avez des questions sur comment on fait le lait. Donc Laurie, qui est plus connue aujourd'hui en tant qu'actrice, va venir visiter ma ferme. Elle vient découvrir le métier d'éleveur et de voir la filière. Donc c'est super intéressant parce qu'elle a un panel, une communauté très large de gens assez jeunes et c'est bien de resensibiliser les gens à ce métier que l'agriculture est, quoi. Prada, c'est là que ça se passe. Bonjour Laurie. Eh bien écoute, je suis ravie de savoir que dans 15 jours, on va pouvoir se retrouver, passer ce petit moment à la ferme avec tous mes animaux. La société aujourd'hui, elle est très regardante des pratiques des agriculteurs. Et donc, vu qu'on y a de moins en moins d'agriculteurs en France, et bien forcément, le regard est beaucoup plus centré sur ceux qui restent. Et donc les jeunes qui s'installent aujourd'hui, une des choses qui ressort le plus, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance par rapport à tout le travail qu'ils effectuent. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui estiment travailler énormément donc pour le bien commun, c'est-à-dire pour produire et nourrir la population, mais qui se sentent très peu compris, à la fois dans leurs pratiques et dans ce qu'ils peuvent mettre en place. Très regardés, donc on a beaucoup de débats sur l'écologie, le respect de l'environnement, et donc les agriculteurs qui seraient souvent considérés comme des personnes qui vont faire des dommages à l'environnement, alors que ces jeunes-là, quand ils se projettent, voilà, ne cherchent à bien faire, cherchent à améliorer leurs pratiques, et souvent c'est pas reconnu à leurs yeux, à leur juste valeur. Hirondelle, elle a fait 10 lactations, elle a fait 10 veaux et elle a produit déjà 90 000 litres de lait. C'est une vache extraordinaire. Elle n'a jamais boité, jamais eu de mamie, jamais eu de soucis. Mais Hirondelle, elle n'ira pas à l'abattoir, c'est pas possible. Hirondelle, elle ira dans un champ profiter de ses derniers jours peinards. Avant Hirondelle, c'était Nevada, la 1437, elle est morte, sa belle mort, le jour de Noël. C'est assez compliqué. Les vaches, elles ont des noms, les vaches, elles ont une âme, les vaches, elles ont... elle est là. C'est des animaux d'élevage, hein. C'est pas du gibier, mais c'est pas non plus des animaux de compagnie, c'est des animaux d'élevage. Mais il y a un moment donné, on a un peu d'affect quand même, quoi. Ces vaches-là, je les ai vues naître, je leur ai donné le biberon, je les ai élevées petites, je les ai vues grandir. Et tous les matins et tous les soirs, elles me remplissent le temps calé. J'ai forcément de la considération pour ces animaux-là. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais à un moment donné, pour faire du lait, il faut enlever les veaux de sous la mer. Sinon, on ne fait pas de lait, quoi. Sinon, on fait de la viande. Il va falloir retourner au robot, les filles. Hein. Oui. C'est top. Ça va, les filles? Tagliatelle, ricoré, texture, Singapour. Allez. Bien éduqué. Allez, les filles. Oh là là. Celui-là, il n'y a pas d'amour. Petit chat. C'est un travail d'équipe, le chien. Je t'ai déjà dit que c'était un travail d'équipe. La parcelle fait 4 hectares. Il y a 4 paddocks de 1 hectare. Donc chaque jour, une vache, les 100 vaches vont avoir un paddock. Si je maîtrise la quantité d'aliments qu'elles consomment avec mon herbomètre, je vais savoir quelle quantité donner à l'auge. Donc là, on va mesurer la quantité d'herbe au champ. 2698. La résilience, ça fait partie des objectifs que l'on a mis en place sur notre élevage laitier. La résilience, c'est quoi? C'est s'adapter aux aléas. Alors le premier, c'est l'aléa sanitaire, les maladies.
Il y a aussi les aléas climatiques. Ça fait partie aussi pour nous d'un enjeu important. On voit bien aujourd'hui que le changement climatique fait que la pousse de l'herbe est perturbée au printemps, il y a des fortes sécheresses, les animaux souffrent de la chaleur, donc il faut arriver à s'adapter aux aléas climatiques. Et enfin, il y a un dernier aléa qui est très important pour nous, c'est l'aléa de marché. On ne maîtrise pas le prix. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est les dépenses et les charges. On n'a pas un système du tout robotisé, automatisé. Nous, on a un système basé sur l'herbe, le pâturage. Donc il faut arriver à créer une certaine virtuosité dans le modèle. C'est-à-dire que la vache, c'est un herbivore, elle mange de l'herbe, elle mange des fourrages. Et donc il faut respecter ces fourrages, il faut respecter les oiseaux, la biodiversité, les insectes qui permettent la pollinisation et qui permettent aux ressources fourragères de pousser, quoi. On a vraiment des systèmes qui fonctionnent mais qui sont aujourd'hui assez peu soutenus, notamment par la politique agricole commune. Souvent, c'est des systèmes qui sont beaucoup basés sur les prairies, qui captent l'azote de l'air, qui remplacent les engrais chimiques. Et de l'autre côté, effectivement, on a des élevages qui ont plutôt tendance à s'agrandir, à se robotiser. Et donc voilà, on a face à nous des vraies questions, puisque en tant qu'éleveur laitier, on est très dépendant des aides de la politique agricole commune. Tous les éleveurs laitiers, on est à peu près à 70%, 80% du revenu des agriculteurs, alors en moyenne, qui est fait par les aides de la politique agricole commune, par les subventions. Et donc, on a quand même des prix qui ne couvrent pas nos coûts de production en moyenne. Et donc, c'est aussi des choix de politique qui sont faits d'orienter les aides de telle ou telle façon, qui, justement, vont plutôt soit dans le sens de l'agrandissement, de l'industrialisation des élevages, soit plutôt dans le sens de ce qu'on appelle, nous, l'élevage paysan, plutôt autonome, où l'agriculteur est vraiment chef chez lui, quelque part, et qui a aussi des aménités positives pour l'environnement. Sur cette petite plantation, j'ai 50 arbres qui ont été plantés en 2017. On a fait ça avec mon mari à l'époque. Et c'est sûr que si dans 3-4 ans, je pouvais régulièrement en récolter pour faire quelques marchés puis faire de la vente, ça vient encore mettre du confort économique. On a visité l'année dernière des truffières en Espagne où j'ai découvert un mode de production hyper industriel. Il n'y avait pas un brin de végétal, il n'y avait plus d'espace. Quand ils préparent une truffière, le sol est retourné, décompacté à 80 cm. Enfin, ils sont en train de créer un désert. Et moi, je trouve bien l'idée que j'aurai peut-être moins de truffes demain parce que j'ai de l'herbe qui concurrence, mais c'est un lieu de vie, quoi. C'est un lieu de vie. Il ne s'agit pas de faire des choses pour détruire tout ce qui est autour. L'idée, quand on est agriculteur, c'est d'avoir... à jongler avec la nature, mais avec des équilibres. La nature, elle est plus forte que nous. Demain, on disparaîtra, elle reprendra le dessus. Donc, c'est plutôt à nous de composer avec elle que nous de lui imposer des choses. J'aime bien l'idée de travailler sur des équilibres. J'ai une surface de terre, j'ai dimensionné le cheptel plutôt pour que mes sols soient capables de nourrir mes vaches et pas d'avoir une insuffisance alimentaire parce que j'ai trop de vaches. J'aime bien l'idée que je fais que ce que j'ai dans la mesure de ce qu'il est capable de produire et dans le respect de son équilibre à lui. Ce qu'on défend sur l'avenir, c'est des producteurs de lait qui soient nombreux et bien répartis partout sur le territoire. La deuxième chose, c'est des producteurs qui soient bien rémunérés et qui soient respectés. Et puis, dernière chose, c'est des modes d'élevage laitier qui prennent en compte les problématiques environnementales. Un type d'élevage où les animaux sont respectés ne sont pas juste des machines à produire très nombreux ou puissent avoir accès à l'extérieur. C'est ce type d'élevage qu'on nomme élevage paysan que nous, on essaye de promouvoir dans les politiques agricoles. Allez, viens. Je suis attentive à ce que les gens ont comme attente sociétale. Je suis attentive aussi à des besoins économiques. Il faut que la ferme soit rentable, il faut que les vaches aient à manger. Donc il faut trouver un compromis. J'aime travailler dans cette histoire de compromis qui va me donner une marche en avant.
La routine ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le développement de projet. Que ça aboutisse ou pas, c'est pas grave. C'est de trouver cette cohérence qui fait que ça a du sens. Alors je dirais qu'être un bon éleveur laitier, c'est être un éleveur heureux avant tout. Parce que quand on est heureux, on fait les choses bien. Si on peut générer du bonheur dans la petite cuillère d'un enfant qui mange son petit Suisse, si on peut générer le bonheur d'une vache qui pâture, si on peut générer le bonheur d'un oiseau qui a une haie pour faire son nid, on sait qu'on est bon, quoi. Et puis, il faut qu'on préserve notre planète aussi, c'est notre devoir de citoyen, ça. L'avenir, faut pas trop se poser de questions, je pense. Donc, on verra la suite, mais ça peut être très démotivant. Tout ça, je veux rester motivée, je veux essayer de rebondir, mais j'ai peur d'être épuisée au bout d'un moment, en fait. C'est vraiment ça qui va être compliqué. Si c'est trop, dire stop. Et de pas arriver au fond du trou et dire trop tard, j'aurais dû le faire avant. Il faut avoir confiance à ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Ça se partage, ça se ressent. On va continuer de se diversifier. On a d'autres idées pour l'avenir. Donc des nouveaux défis, toujours. On aime les défis, j'aime les défis. Puis il n'y a carrément pas plus grand que l'agriculture comme défi. Saucisses et brochettes, on est bon? Petit pot caramel. Allez, c'est parti, mon loulou.